Je vous propose de poursuivre les échanges sur Parlons sexualité avec la maladie de Huntington. Pour cela, j'invite le docteur Jedidi à nous rejoindre. Merci beaucoup, docteur Jedidi. Alors, vous êtes neurologue spécialisé dans les mouvements anormaux, la neurogénétique et les maladies rares. Vous avez été en charge de la convention Huntington de Liège depuis 2016 et vous êtes chef de service de neurologie, alors on peut dire de l'intercommunal de soins spécialisés de Liège, c'est correct? C'est tout à fait ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que le micro est bien réglé. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet qu'on aborde finalement beaucoup trop peu en consultation, que ce soit concernant la maladie de Huntington d'ailleurs et dans d'autres pathologies, qu'elles soient neurologiques ou autres. C'est pourtant un élément qui est absolument essentiel à notre bien-être et à nos aspirations en tant qu'être humain. Il s'agit bien entendu de la sexualité. Alors, nous allons essayer, en bref, après une petite introduction qui brossera un petit peu la problématique, de voir ensemble quelles sont la nature et les mécanismes en cause dans les problématiques sexuelles liées à la maladie de Huntington. Nous verrons également quelle conduite est-ce qu'on peut tenir. On va essayer d'être relativement général et de ne pas trop entrer dans les détails vu le temps qui nous est imparti. Et enfin, quelques petits mots de conclusion, après quoi je serai disponible si vous avez des questions. Alors, en premier lieu, il faut savoir que les troubles sexuels au cours de la maladie de Huntington sont extrêmement fréquents. En suivant un petit peu les séries, on voit que 40 à 70% des femmes et 65 à 95% des hommes qui souffrent de la maladie de Huntington se disent insatisfaits sur le plan sexuel. Donc, c'est quand même assez énorme. Et paradoxalement, il y a extrêmement peu d'intérêt de la communauté scientifique sur le sujet, puisque quand j'ai fait ma revue de la littérature pour préparer cette présentation, au départ en 2020, je n'ai trouvé pratiquement aucun article. Il y en a quelques-uns, moins de 10, sur les bases de données internationales. Et entre 2020 et maintenant, il n'y a aucun nouvel article qui est sorti. Donc, c'est vous dire que c'est relativement négligé. La maladie neurologique la plus documentée par rapport à la sexualité, c'est la maladie de Parkinson et aussi la sclérose en plaques, parce que c'est aussi des sujets jeunes. Pourtant, c'est un sujet qui reste très peu abordé en consultation, alors que la plupart des patients, l'écrasante majorité même, aimeraient aborder ce thème en consultation. Puisque, bon, j'ai fait une petite moyenne, mais suivant de nombreuses séries, on voit que plus des 3/4 des patients aimeraient en parler avec leur médecin, spécialiste ou pas d'ailleurs. Mais il n'y a que 38% des hommes et seulement 22% des femmes qui l'ont fait, qui en ont parlé. Et en général, si on en parle, c'est que c'est le médecin qui a abordé le sujet. Les gens sont assez réticents à en parler. Pourtant, plus de 70% des personnes ont, malgré la maladie, ont exprimé le souhait de continuer à avoir une activité sexuelle, même si ce n'est plus la même qu'avant, forcément. L'envie d'intimité, de contact physique, de sexualité ne disparaît pas avec l'âge, ni avec la maladie. Alors, les troubles de la sexualité, ce n'est pas que du plaisir, puisque ils sont extrêmement corrélés à la dégradation de la qualité de vie et à la dépression et à l'altération de la relation de couple. Les troubles sexuels, il faut le savoir, dans la maladie de Huntington, mais aussi dans d'autres maladies neurologiques, ne sont pas corrélés au stade de la maladie, sont au contraire souvent très précoces. Et ils peuvent même parfois préfigurer l'arrivée des symptômes principaux qui font identifier la maladie. Alors, il y a aussi le problème des patients qui sont institutionnalisés et des patients qui sont hospitalisés. Ils sont très souvent infantilisés par le personnel des maisons de repos, par les infirmières, par les encadrants ou même par leur propre famille. Le malade est généralement perçu comme un être asexué, non désirant. Les malades qui continuent à avoir des sollicitations, des activités sexuelles, par exemple des patients qui se masturbent la nuit, c'est souvent
perçu comme très déroutant, voire choquant pour les membres du personnel soignant et presque, je dirais, contre nature. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois des expériences avec des infirmières qui m'ont demandé de prescrire quelque chose aux patients parce que c'était pas normal qu'il se masturbe la nuit alors que c'est un type, il a 32 ans et voilà, le gars, il a ses besoins. Et en fait, le personnel soignant est souvent très mal à l'aise et ne sait pas comment réagir. Et pire, ne fait pas la différence entre une activité des désirs sexuels normaux et une hypersexualité éventuelle qui pourrait être problématique. Et donc, ce qui aboutit souvent à nier ou à scotomiser complètement la sexualité des patients. Et ça vient en partie du fait qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a aucun outil, aucun cours vraiment dédié à la sexualité des personnes malades. Souvent, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, au contact d'autres soignants ou des malades eux-mêmes. Et donc, les soignants sont très démunis, ne savent pas trop comment aborder les choses, et donc souvent, ils réagissent de manière un petit peu pudibonde, je dirais, ou même moralisatrice, en essayant de réprimer à tout prix ces manifestations qui sont profondément malaisantes pour eux. Or, c'est dommage parce que non seulement ça prive le patient de quelque chose qui pourrait être agréable et important pour lui, en plus, ce n'est pas de nature à renforcer la relation de confiance et d'échange avec l'encadrant, et en plus, ça aggrave souvent le mal-être et la dysfonction sexuelle, voire même l'hypersexualité du malade. Donc c'est quelque chose de triplement négatif. Alors, vous allez voir, et on va essayer de ne pas trop rester dessus, mais il y a énormément de choses qui peuvent poser problème dans la maladie de Huntington par rapport à la sexualité. Je vais les lister très vite et puis on les détaillera, mais il y a d'abord souvent une réduction, mais pas toujours, du désir sexuel. Parfois, c'est l'inverse, avec une hypersexualité, plus d'envie, qui est souvent associée à la désinhibition et qui peut mener le patient ou la patiente à emprunter des conduites à risque. Il y a aussi évidemment des problèmes plus physiologiques, ou en tout cas physiopathologiques, avec des problèmes du système nerveux autonome, avec dysfonction érectile, éjaculation précoce, défaut de lubrification, anorgasmie, gastroparésie. On va détailler un petit peu ça. Ce sont évidemment des choses dramatiques pour des jeunes personnes qui sont à un âge où on profite normalement pleinement de sa sexualité. Il y a aussi des troubles sphinctériens qui peuvent parasiter les rapports intimes. La douleur, les troubles que j'appellerais mécaniques, qui sont plutôt liés à la coordination ou à ce que j'appellerais l'imbrication des corps. Il y a évidemment en très large partie les effets secondaires des médications qu'on donne aux patients pour soulager leurs symptômes moteurs, leurs symptômes psychologiques, pour leur offrir un certain répit, qui ont souvent des effets secondaires énormes sur le plan sexuel. Et enfin, le problème des patients Huntington, c'est qu'ils sont souvent finalement assez marginalisés, assez mis un peu au banc de la société. Ils font peur. Leur aspect physique dénote. Ce sont des personnes qui, de par aussi leur difficulté à se déplacer, ont moins d'accès aux relations interpersonnelles et à la sexualité. Alors, la réduction du désir sexuel, elle intervient tant chez le patient que chez son partenaire. Chez le patient, ça peut être lié à la maladie elle-même, à l'apathie, à l'extinction un petit peu sous-corticofrontale. Ça peut aussi être en fonction du conjoint parce que, eh bien, on l'a vu dans l'exposé précédent, la relation se transforme. Le conjoint quitte peu à peu son rôle de conjoint, de partenaire de vie, pour devenir un petit peu le rôle d'un parent et d'un proche, et puis d'un soignant. Et donc, il n'y a plus cette intimité qu'il y avait avant. En tout cas, le rapport change. En plus, le patient, il est quand même, au fil du temps, il faut quand même bien le dire, moins séduisant. Il a moins de capacité à séduire, il fait moins attention à lui, il y a moins d'hygiène, moins de mise. Le patient est quand même progressivement moins attractif. Ça, c'est quand même une réalité. Enfin, les médications aussi peuvent diminuer le désir sexuel, on y reviendra plus tard. Et enfin, suite à la maladie, mais aussi aux médicaments, la neurotransmission change et les comportements sexuels aussi. Enfin, la crainte de l'échec aussi est un élément important, puisque les patients
quand ça commence à capoter en matière de relations intimes, c'est souvent un cercle vicieux. Hein, on le voit bien même avec des patients plus jeunes qui ont d'autres maladies neurologiques ou avec des troubles de l'érection d'origine psychogène, par exemple, ou des anorgasmies d'origine psychogène. Eh bien, ça a tendance à s'aggraver tout seul si on ne fait rien. Et enfin, les troubles cognitifs, forcément, ne sont pas de nature à stimuler l'inventivité et la constance propre à l'établissement d'une relation de couple intéressante sur le plan sexuel. Alors, par rapport à l'hypersexualité, on taxe souvent les patients d'hypersexuels ou d'inappropriés. Il faut différencier l'hypersexualité réelle, c'est-à-dire les patients qui ont vraiment des conduites problématiques, ou des patients qui sont simplement, entre guillemets, je dirais, en manque d'intimité, en manque de sexualité, ou bien qui ont des comportements qui, dans le contexte, sont normaux, mais qui sont mal interprétés par le personnel soignant. Il faut savoir aussi que certaines médications, dans la maladie de Huntington, on les emploie relativement peu, les agonistes dopaminergiques, mais chez certains patients qui ont des présentations plus extrapyramidales, ça peut être le cas. Ces médicaments peuvent provoquer une hypersexualité en dérégulant le métabolisme de la dopamine, donc c'est un problème. Et enfin, certains médicaments, comme les inhibiteurs de recapture de sérotonine, peuvent provoquer des troubles sexuels. On verra que c'est plutôt, en général, une tendance à la baisse, mais ça peut parfois être l'inverse chez certains patients. Enfin, certains médicaments ont des propriétés un petit peu désinhibantes, comme les benzodiazépines, par exemple, qui peuvent mener à des problèmes un petit peu de comportement inapproprié. Et la maladie elle-même, de par le syndrome frontal qu'elle entraîne, peut provoquer une espèce de perte du jugement moral ou des convenances sociales, et donc des comportements un petit peu trop entreprenants ou trop exubérants à des moments inappropriés. C'est souvent une situation très frustrante pour le patient parce qu'il a des envies, et si elles ne sont pas rencontrées, il y a une frustration qui accroît elle-même l'envie d'obtenir satisfaction, si je puis dire, et donc c'est aussi la porte ouverte à un cercle vicieux. Et donc il faut être très attentif à ces situations-là et essayer de bien en dégager l'ensemble des tenants aboutissants pour pouvoir agir de la meilleure manière possible. Alors, la dysautonomie, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans la maladie de Huntington et qui est vraiment très problématique. Ça peut provoquer toute une série de dysfonctions, notamment une éjaculation précoce, ce qui est évidemment très ennuyeux, une dysfonction érectile, un défaut de lubrification vaginale et, dans certains cas, une anorgasmie. Ça peut être évidemment renforcé par les médicaments, on y viendra plus tard. Et il faut savoir aussi que certaines médications qu'on va donner pour traiter les problèmes sexuels peuvent aussi moins bien agir en raison de troubles du système nerveux autonome, puisque certains patients présentent parfois une gastroparésie avec une stase gastrique qui ralentit considérablement l'absorption des médicaments. Alors, évidemment, les troubles sphinctériens, vous vous doutez bien que c'est très problématique. Hein, la crainte et la gestion de l'incontinence pendant un rapport sexuel, c'est pas très glamour, hein, voilà, on va le dire comme ça. Et enfin, les troubles sphinctériens gênent aussi l'éjaculation, ce qui peut être problématique pour certaines personnes. Alors, il y a aussi des problèmes de douleur qui peuvent être liés au défaut de lubrification. Aux troubles neurovégétatifs, il y a parfois des spasmes sphinctériens, une dyspareunie qui est liée à un mauvais relâchement de la musculature vaginale lors de l'intromission, par exemple, des choses comme ça. Et enfin, le manque de contrôle du partenaire, qui est parfois, qui se coordonne moins bien ses mouvements et qui peut parfois être plus brutal ou mal. Voilà, on peut faire. Les patients Huntington ont souvent, même en dehors des rapports sexuels, donné un coup, une tape, un coup de genou, un coup de coude involontaire à leur conjoint, parce que tout simplement ils se contrôlent moins bien. Et dans des moments comme ça où il y a plus d'excitation et où il y a beaucoup d'éléments psychologiques, en général ils ont plus de mouvements anormaux. Donc le risque de se prendre un coup dans l'œil ou ailleurs augmente. Alors, il y a aussi tout ce que j'appellerais les troubles mécaniques, hein, c'est ce dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire que le patient ou la patiente a moins de facilité
à coordonner ses mouvements ou à rester dans une certaine position statique, une perte de dextérité des mouvements fins, ce qui peut être problématique puisque lors des préliminaires, souvent on a besoin d'une certaine motricité fine et quand elle est absente, c'est problématique. Enfin, certains patients peuvent être victimes de rétractions tendineuses, de postures vicieuses de certains membres, ce qui peut compliquer mécaniquement le rapport sexuel. Et les mouvements normaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, très important aussi, les médications sont responsables d'un grand nombre de problèmes sexuels et ce sont les patients qui souffrent de la maladie de Huntington qui reçoivent en général beaucoup de médicaments. On essaie de leur en donner le moins possible, mais il faut bien qu'ils bénéficient des traitements dont ils ont besoin. Et donc, malheureusement, la plupart de ces médicaments entraînent des effets secondaires importants sur le plan sexuel. En premier lieu, on pourrait citer l'anorgasmie, qui est souvent liée aux antidépresseurs tricycliques et aux antidépresseurs inhibiteurs de recapture de sérotonine de manière très importante et parfois, malheureusement, de manière irréversible après l'arrêt du traitement. Les neuroleptiques aussi peuvent provoquer ce genre de symptômes, tout comme la réduction de la libido, qui elle est plutôt liée en général au benzo, au SSRI aussi, et aux neuroleptiques, parce que quand on a envie de dormir, on n'a pas spécialement envie de s'envoyer en l'air. Les benzodiazépines et les inhibiteurs de recapture de sérotonine peuvent aussi provoquer des troubles de l'érection, mais aussi certaines substances, j'en ai parlé, peuvent provoquer une augmentation du désir sexuel, notamment les médicaments qui exercent une action dopaminergique. Alors, c'est pas ce qu'on donne en premier lieu dans la maladie de Huntington, mais de nouveau, chez certains patients, il y a des présentations un petit peu différentes. Il y a des patients qui présentent des symptômes qui ressemblent plutôt à ceux de la maladie de Parkinson, et parfois, il y a un certain bénéfice à leur donner ce type de traitement, et ça peut entraîner des conséquences dommageables. Et enfin, certains médicaments vont renforcer ce que j'appellerais les troubles mécaniques, c'est-à-dire que les neuroleptiques ou la tétrabénazine peuvent, par le syndrome extrapyramidal qu'ils peuvent entraîner s'ils sont mal dosés, gêner l'obtention d'un rapport sexuel réussi. Alors, ça, c'est une particularité qui est parfois liée à l'usage des neuroleptiques ou parfois qui est spontanément présente. Ce n'est pas très fréquent chez les patients Huntington, ça arrive encore bien chez les Parkinsoniens. C'est le Restless Genital Syndrome, c'est un petit peu comme le syndrome des jambes sans repos, mais au niveau des organes génitaux. C'est absolument abominable. Les gens qui en sont victimes en souffrent beaucoup. C'est une espèce de sensation d'impatience ou de pré-excitation sexuelle que rien ne soulage. Et avec certains patients qui se masturbent compulsivement pour essayer d'obtenir un orgasme, pour faire passer la sensation, sauf qu'elle ne passe jamais. Il y a certains patients qui ont rapporté plus de 500 orgasmes par jour, mais sans aucun plaisir. Donc, ce n'est pas l'éclate. Il y a des traitements disponibles, notamment certains agonistes dopaminergiques, la gabapentine, certaines benzodiazépines, mais il y a des patients chez qui, malheureusement, il n'y a rien à faire. Et enfin, un des grands problèmes de la sexualité des patients Huntington, c'est qu'ils sont isolés sur le plan social, ils ont une autonomie limitée, ils se déplacent difficilement, ils ont des moyens financiers en général très réduits, ils ont une moindre capacité à séduire, on en a parlé, sur le marché, c'est pas ceux-là qu'on va pêcher en premier, et il y a une certaine stigmatisation sociale, puisque ce sont souvent des patients qui ont un aspect un petit peu effrayant, ou bien carrément on pense qu'ils sont ivres, ou de par leur façon de se mouvoir ou de s'approcher, d'avoir des mouvements brusques, eh bien ils sont assez inquiétants pour les gens qui côtoient. Et donc, dans ce contexte-là, c'est bien difficile de trouver chaussure à son pied. Alors, vous allez me dire, tout ça est bien triste, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, je dirais en premier lieu que les médicaments, comme souvent et particulièrement dans la maladie de Huntington, ne sont qu'une partie de la solution. Les patients ont d'abord besoin d'être écoutés
déculpabiliser et rassurer. Ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, pourquoi. Le conjoint aussi peut le savoir, parce que souvent, dans la maladie de Huntington et dans beaucoup de maladies chroniques avec des troubles cognitifs ou du comportement, le conjoint, il est en première ligne. C'est toujours sur lui que ça tombe. Et parfois, souvent même s'il se le dit intellectuellement, il le prend quand même personnellement. Le patient Alzheimer qui dit un peu parano, qui dit que on m'a volé mes sous, tu as fait ça pour me placer, tout ce que tu veux, c'est me prendre mon chien, ma voiture, mes clés. Quand le patient Huntington se met en colère, il se met en colère sur son conjoint. Et donc, le conjoint, petit à petit, en vient à penser que peut-être son partenaire ne l'aime plus ou l'aime moins ou a moins de désir pour lui. Et donc, bien expliquer les choses, c'est important. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je le dis en préambule, c'est qu'il n'y a pas toujours de solution. Malheureusement, parfois, comme pour les autres symptômes de la maladie, il va falloir s'adapter, trouver une autre façon de faire. Parce que parfois, on n'a pas de solution miracle. Alors, un des autres points très importants, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est éviter d'infantiliser le patient et lui reconnaître un droit fondamental à une sexualité en tant que personne humaine. Ce n'est pas parce qu'un patient a la maladie de Huntington, ce n'est pas parce qu'il est un peu frontal ou désinhibé qu'il n'a pas le droit, comme tout le monde, d'avoir des moments d'intimité ou des rapports sexuels avec qui le souhaite. C'est normal, c'est un droit, c'est un besoin. Donc, il ne faut pas nier la problématique sexuelle et il ne faut pas essayer d'enterrer ça derrière des considérations un petit peu moralisatrices ou rigoristes, comme on le voit parfois dans certains établissements. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en sexologie. J'espère que la plupart d'entre vous savent ce que c'est plus ou moins un rapport sexuel réussi. Donc, on peut toujours écouter, on peut toujours aider. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour s'embarquer dans la prise en charge, au moins les premiers stades de la sexualité de nos patients. Tout le monde a un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en écoutant, rassurant, en conseillant, c'est important. Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut savoir en parler, il faut savoir aborder le sujet. Et donc, pour ça, il faut créer une relation thérapeutique de confiance, où la problématique sexuelle pourrait être discutée. Pour ça, il faut voir les gens souvent, il faut voir les familles, il faut les écouter, il faut leur poser des questions sur leur quotidien, sur leur vécu. Il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information, à poser la question, parce que les gens, parfois, sont gênés d'aborder le sujet. Le partenaire éventuel doit être partie prenante de la discussion. Peut-être dans un second temps, peut-être que le patient préférera vous en parler d'abord seul. Pourquoi pas? Mais c'est important que le conjoint participe aussi, puisque, a priori, il est concerné aussi. Et donc, on va pouvoir alors délivrer des conseils adaptés aux patients, une literie adaptée, privilégier peut-être certaines positions, certaines approches, l'emploi d'un lubrifiant, c'est toujours une bonne idée, l'emploi de certains sex toys, ça peut être intéressant, des aides sexuelles aussi pour les patients. Nous, on a une petite expérience à Liège avec des assistantes sexuelles. Je sais qu'en Hollande, c'est remboursé par la mutuelle, donc ça avance. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas nécessairement centrer, et ça c'est souvent une dérive un petit peu du monde hétérosexuel, c'est de centrer l'acte sexuel sur l'acte de pénétration. Et donc obtenir une érection, avoir une pénétration, hop, orgasme, tac, c'est plié. Ça c'est l'approche un petit peu classique, on va dire stéréotypée, mais le but d'un rapport sexuel, c'est avant tout de partager un moment d'intimité et de plaisir entre personnes qui s'affectionnent. Et donc, il faut peut-être sortir un petit peu de ce carcan acte sexuel égale pénétration. Donc, beaucoup travailler davantage sur les préliminaires, sur les caresses, sur les massages, sur la communication, c'est très important entre les partenaires. Et aussi, pour bien travailler la sexualité, il faut aussi travailler le couple en dehors de la sexualité. Renforcer le contact physique non sexuel entre partenaires, renforcer l'intimité non sexuelle entre partenaires, la complicité, retrouver des moments de légèreté. C'est important aussi parce que c'est ça qu'on va pouvoir aussi retrouver dans un rapport sexuel réussi. C'est aussi tout ce qui se passe en dehors. Et alors, c'est important aussi de prévoir les activités sexuelles au bon moment.
Si le soir, il a pris tous ses somnifères, tous ses neuroleptiques pour qu'il soit tranquille la nuit et que d'habitude, on le faisait le samedi soir après le match de foot, là, il va falloir trouver un autre moment. Il n'est pas interdit de faire ça le matin, à midi. On peut aussi convenir d'un moment ensemble. Et on peut aussi trouver un moment où on va se dire on va pas prendre la molécule à midi, ou on va pas prendre la molécule du soir, on la prendra plus tard pour peut-être avoir un peu plus d'énergie, un peu plus d'envie, un peu plus de sex appeal. Alors, il ne faut pas hésiter à recourir à des professionnels si besoin, thérapeutes de couple, sexologues, ça peut être intéressant. Assistance sexuelle, en général, nous, toutes les expériences qu'on a eues à Liège se sont extrêmement bien passées et les patients étaient vraiment épanouis, et même par après, beaucoup plus, entre guillemets, facile à gérer, hein, beaucoup plus détendu. Il ne faut pas non plus réduire le besoin d'affection et d'intimité au simple acte sexuel. Certains patients ont besoin d'affection, véritablement. Et l'acte sexuel n'est qu'un aboutissement ou un corollaire, mais n'est pas nécessairement ce que le patient recherche. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et c'est important aussi pour les patients de briser l'isolement social, peut-être qu'ils se rencontrent entre eux, qu'ils fréquentent des centres de jour, qu'il y ait des activités, qu'ils puissent peut-être trouver des personnes comme eux, avec qui pourront partager un vécu et peut-être d'autres choses. Les modifications thérapeutiques peuvent être intéressantes en fonction des plaintes du patient. Surtout au début de la maladie, on sait souvent ajuster le traitement de manière adéquate. Ce n'est pas toujours possible. Alors, comme je le disais, on peut toujours sauter une prise, hein, on peut faire une espèce d'arrangement avec le patient. Ça peut même être pendant quelques jours. Hein. S'il faut un petit week-end romantique à Venise, vous pouvez vous dire très bien, pendant ce week-end-là, exceptionnellement, vous ne prenez pas tel et tel médicament pour être au top. C'est toujours possible, parce que ce qu'il faut privilégier, c'est la qualité de vie toujours. Il y a des médicaments qui peuvent aider pour la dysfonction érectile, des hormones sexuelles aussi, certains anti-androgènes quand il y a une hypersexualité, les neuroleptiques aussi peuvent aider. Donc il y a toute une série de médicaments qu'on peut donner, mais il faut se méfier aussi de leurs effets secondaires potentiels et du fait qu'ils sont parfois difficilement absorbés s'il y a des problèmes au niveau du système nerveux autonome. Donc, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que les troubles sexuels sont fréquents et nombreux au cours de la maladie de Huntington, qu'ils impactent considérablement la qualité de vie et qu'ils sont pourtant presque totalement négligés par le monde scientifique. Donc ils sont très variés, ils peuvent toucher à peu près toutes les facettes de la vie sexuelle. J'espère vous avoir convaincu aussi qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en sexologie pour aider les patients dans le domaine, qu'il est important de savoir aborder le sujet et de cerner la problématique pour pouvoir simplement aider le patient comme on le fait dans les autres aspects de sa vie, et que notre rôle en tant que soignant, c'est d'écouter, de rassurer, de conseiller le patient, son entourage, et de proposer une prise en charge, un traitement, un encadrement adapté à ses besoins et qui évoluera en fonction des besoins propres du patient. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gédidi, c'était vraiment passionnant. Ce que je vous propose, je vais vous demander peut-être de vous installer, de prendre place là, de la même manière que Clémence Simonin, s'il te plaît, Clémence, de Pascal Antoine et de Mesdames Meignet et Madame Manceau, si ils sont là, très bien. Alors, du coup, j'ai pris un micro, il en reste deux. Peut-être vous les partagez. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à l'un des intervenants? Oui, Madame Nougared.
Et maintenant, oui. Je voulais savoir en Belgique, au niveau de l'assistance sexuelle, comment ça se passe si la personne est dans une institution? Eh bien, en fait, on m'entend là? Oui, il est super. Donc, en Belgique, l'assistance sexuelle est souvent le fait d'ASBL qui ont des volontaires, des bénévoles qui sont formés et qui vont à la rencontre des patients et ils se déplacent aussi dans les institutions. Si l'institution d'accueil est d'accord pour recevoir le patient, donc ils demandent simplement d'avoir un peu d'intimité, c'est-à-dire une pièce où ils vont pouvoir se retrouver, voilà, éventuellement qui ferme à clé, où ils ne seront pas dérangés en tout cas. Mais effectivement, le fait que les patients soient institutionnalisés ne pose pas problème pour cette, je dirais, ce service. Voilà, c'est assez simple. Vous arrivez à allumer tous les micros, alors je vous laisse faire celui-là. Non, c'est une question, effectivement, on peut peut-être commencer par l'intervention sur la sexualité. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et qu'on néglige. Hein. Et je vois bien hein, sur les consultations. Alors, une petite question. C'est vrai que vous avez cité la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, pour lesquelles on pose systématiquement et probablement plus fréquemment la question. Je me demandais si pour la maladie, est-ce que vous avez des données éventuellement, je ne sais pas, sur la sexualité dans la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'il y a d'autres maladies comme la maladie de Huntington finalement pour laquelle on sous-estime l'importance de la sexualité au cours de la maladie? Oui, bah, en fait, moi j'ai un peu regardé, du coup, ça a piqué ma curiosité. Et en fait, c'est un peu tout. En fait, on sous-estime la sexualité dans toutes ces maladies-là. Déjà, même sans avoir la maladie d'Alzheimer, la plupart des gens ont du mal à imaginer que quelqu'un qui a 80 ans, par exemple, ait toujours des rapports sexuels de manière régulière, alors que bah, les infirmières de maison de repos, elles peuvent vous en raconter, hein. Donc, effectivement, toutes ces problématiques-là de sexualité par rapport aux maladies neurologiques, et je dirais même simplement au grand âge, sont complètement négligées. Alors, c'est vrai que dans la sclérose en plaques, bah, parce que c'est un peu emblématique, c'est des jeunes, etc. Et la maladie de Parkinson, parce qu'il y en a beaucoup, et parce que les médicaments de la maladie de Parkinson peuvent provoquer des troubles du comportement sexuel qui sont parfois assez graves. C'est pour ça aussi que les cliniciens sont un peu obligés de poser la question, mais dans les autres cas, c'est très rare, hein. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez global. Je pense que, comme je le disais un peu dans mon introduction, le patient malade est souvent considéré comme non désirant. C'est un être asexué. Le malade n'a pas à avoir une vie sexuelle. La personne en maison de repos n'a pas à avoir une vie sexuelle. Et c'est des choses qui sont un petit peu de manière inadéquate, mais un peu ancrée dans l'imaginaire collectif. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. Je rebondirai alors autre question exactement sur l'intervention de Mme Nougared. On avait été confrontés, alors je regarde mes collègues hein, de la masse de Dury hein, qui sont là. C'est vrai que vous évoquiez cette frontière entre la sexualité légitime et l'hypersexualité. Et c'est vrai que souvent, quand on entend régulièrement, hein, quand on entend parler de la sexualité dans la maladie de Huntington au sein des consultations, c'est souvent lorsque cette frontière est passée, ou en tout cas lorsqu'il y a cette question-là. Alors, les jeunes, c'est vrai que notamment les jeunes institutionnalisés, pour lesquels finalement, ils sont, je dirais, dans la fleur de l'âge, c'est typiquement aussi le moment où la sexualité est clos, hein, apparaît. Comment gérer? Parce qu'on s'était même posé la question. Alors, en France, c'est vrai que l'assistance sexuelle n'est pas reconnue. On s'était même posé la question. Je ne sais pas si mes collègues s'en souviennent, hein, pour faire appel hein, de manière voilà, un peu. Que pensez-vous de la gestion et puis de l'hypersexualité ou de cette limite, en tout cas chez les jeunes institutionnalisés qui posent souvent question, pour ne pas dire problème? Mais je pense que effectivement, d'abord, c'est toujours du cas par cas. C'est difficile de faire des généralités et il n'y a pas, à ma connaissance, de moyens
vraiment tranché, de faire la différence entre une sexualité qu'on pourrait qualifier de normale, voire légèrement exubérante, ou pathologique. C'est un continuum. Je pense que, un peu comme pour tout, c'est pathologique quand ça pose des problèmes à d'autres personnes que le patient, que ça entraîne des comportements inadéquats ou inacceptables de la part du patient. Maintenant, je pense que la première chose à faire, c'est d'en parler aux patients. Nous, on a des patients institutionnalisés. On a notamment un jeune patient auquel je pense qui n'a jamais eu de rapport sexuel et il aimerait bien connaître ça. Et je pense que la première chose à faire, c'est de lui en parler, de voir un petit peu comment il imagine les choses, quels sont ses souhaits, quels sont ses besoins. Pareil pour un autre patient qui aurait, lui, déjà eu une vie sexuelle active et qui voudrait retrouver certaines sensations. Je pense que la première chose, c'est d'en parler aux patients ouvertement, parce qu'il y a parfois des patients qui ont des conduites un petit peu déplacées, que ce soit verbalement ou parfois une petite main qui traîne, etc. Et en fait, quand on leur en parle, quand on les recadre un peu, tout en voyant, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as des besoins? Qu'est-ce que tu voudrais? Souvent, le problème se corrige tout seul. Et donc, c'est parfois des gens qui sont, c'est même souvent des gens qui sont complètement surmédiqués, en fait. Et donc, je pense effectivement que si on arrive à cerner comme il faut le problème, il y a moyen de canaliser ça et de faire en sorte d'offrir au patient une solution qui soit acceptable pour lui. Je sais bien que, alors pour les patients Huntington, nous, on a toujours fait appel, quand on l'a fait, à l'assistance sexuelle, mais je sais que dans certains instituts psychiatriques, par exemple, ils font parfois appel à des escort girls, où ils emmènent les patients carrément un peu faire la tournée des Grands-Ducs. Voilà, pourquoi pas. Je trouve que c'est quelque chose qui répond à un besoin. Alors pour les sorties à la masse, il y a des sorties à la mer, il y a des sorties... Merci beaucoup. Peut-être on va laisser la parole à Pascal Antoine et à ses doctorantes. Merci beaucoup pour votre intervention et pour cette place très importante laissée aux couples, laissée aux aidants. Je ne sais pas si certaines personnes veulent intervenir, ont des questions à poser. Là, vous en êtes où dans le recrutement? Donc là, j'ai bien entendu l'appel au recrutement. C'est vrai que pour préciser davantage les déterminants, c'était remarquable, toutes les différentes étapes que vous avez notées. Puis, j'entends surtout que l'essentiel, en tout cas, l'un des points auxquels vous visez, si j'ai bien compris, c'est de davantage définir ces trajectoires, ces fameuses trajectoires sur lesquelles on peut espérer peut-être avoir une influence. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir, monsieur, ou l'un de vous trois. Oui, tout à fait. Là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on commence à pouvoir prendre une photographie, alors un petit peu figée. Donc, je l'évoquais, il faut prendre des choses avec prudence, parce que c'est pas... Comment dire? Il ne faut pas que les résultats qu'on a présentés paraissent, on va dire, déterministes par rapport à ce que peuvent vivre les uns ou les autres. Dans chaque couple, il y a une histoire de couple dans lequel survient la maladie. Et chaque couple trouve ses propres solutions pour avancer, comme avec toutes les autres épreuves de la vie qu'ils ont pu connaître. Ils apprennent à se dépatouiller avec la maladie. Donc on a ces photographies et l'idée c'est de comprendre comment on peut avoir des trajectoires, c'est-à-dire comment un couple est susceptible d'évoluer au fur et à mesure des différents stades de la maladie et comment même ces différentes étapes prennent place dans une trajectoire de vie plus globale de la rencontre du couple jusqu'à la fin. Donc là, le recrutement est encore en cours. Tout à fait. Là, on est vraiment à mi-chemin. On continue à mener des entretiens avec les conjoints et surtout, on essaye aujourd'hui de rencontrer des couples parce qu'on est persuadé que c'est aussi au niveau des couples et au niveau de comment les recettes qu'ils ont pu trouver les uns les autres de façon singulière pour se dépatouiller avec la maladie, qui peuvent être inspirantes aussi pour développer des accompagnements et venir soutenir d'autres couples qui, eux, n'ont peut-être pas trouvé les mêmes recettes ou pour lesquels il faudrait plus de temps pour trouver ces recettes.
C'est essentiellement vous deux, hein, je pense, qui avez mené les entretiens. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot. Certains témoignages, j'imagine, ont été très lourds à entendre. Oui, c'est vrai qu'on voyait un peu, hein, surtout dans le premier thème que j'ai présenté, on voit à quel point finalement les conjoints sont en détresse. Voilà, dès les premiers stades au final de la maladie. Alors, comme l'a souligné Monsieur Antoine, c'est vrai que voilà, tous les conjoints finalement se retrouvaient pas dans ces thèmes. Donc, il y a une nuance évidemment bien sûr à garder, mais oui, effectivement, on a ces témoignages qui sont difficiles, et on remarque aussi que pour ces conjoints et ces couples, c'est aussi important finalement de témoigner. C'est souvent la première fois qu'ils ont eu l'occasion de le faire, et donc c'est très précieux aussi pour nous de récolter ces témoignages. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Merci beaucoup. Place à la... Pardon. Tu souhaitais... Il y avait peut-être une question. Oui, je voulais préciser, notamment à l'attention de nos collègues belges, que c'est un protocole initialement sur des fonds régionaux, donc qui était assez localisé, mais que puis on voit effectivement qu'il y a certains points de vue, certaines prises en charge, notamment au plan sexuel, qui diffèrent entre la France et la Belgique. Et ça serait extrêmement intéressant si on pouvait avoir aussi des témoignages de couples belges. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui souhaitent participer, les équipes se déplacent sans difficulté au domicile des patients. Oui, mais je vais vous tranquilliser, Clémence. Nous avons répercuté la demande dès que nous l'avons reçue. Nous l'avons fait circuler parmi les membres adhérents de la Ligue, et je pense que certains ont participé. En tous les cas, certains nous avaient manifesté leur disponibilité, et puis on les a mis en rapport. Donc, les Belges répondent aux propositions quand on leur en fait. Mais si vous le permettez, je voudrais profiter 30 secondes du fait que j'ai piqué le micro. Je suis très impressionné par ce que j'entends, par l'approche sur la sexualité, l'approche sur la vie en couple, l'approche sur le développement thérapeutique. Mais mon sentiment, c'est que tout ça, on travaille en silo. J'aurais voulu poser une question un peu sournoise à Zaïd Jedidi. Comme ça fonctionne à Liège, c'est très bien et c'est très intéressant. Liège, le Péri et les maisons de repos et de soins qui tournent autour du Péri, c'est 25, 30 personnes. Si on reprend ceux qui sont suivis à domicile en plus, 60, 70? On est beaucoup plus que ça. Hein. Si on reprend tous les patients qui sont suivis à domicile et tous les patients qui sont placés, y compris dans des maisons de repos qui ne sont pas de la Convention, on est aux alentours de 120. Oui, c'est bien, qui sont suivis par une personne. En tant que neurologue, mais il y a toute mon équipe. Et par une équipe d'une ou deux personnes. Oui, mais je manifeste volontairement, c'est que c'est nécessairement une approche collective qu'il faut avoir, et pas un aspect. C'est les différents aspects, et c'est la personne dans son ensemble, à la fois dans sa vie en couple, qui finissent par être très, très isolés par la force des choses et l'évolution de la maladie, et c'est les différents aspects de soins. Or, nous nous retrouvons en Belgique comme en France, avec un tout petit nombre de structures de soins appropriées, plus un nombre supplémentaire de suivi domicile, et puis organiser peut-être des services sexuels à domicile. C'est peut-être un peu plus compliqué qu'en institution, je ne sais pas, mais je peux supposer qu'il y aura peut-être des choses un peu plus complexes à mettre en place autour de la famille, des enfants et de la belle famille, peut-être. Mais enfin, si nous commencions par se dire comment approcher les malades Huntington dans un ensemble, dans une communauté, en organisant parmi les membres des communautés Huntington des échanges entre eux, des échanges de bonnes pratiques, des échanges de connaissances. Ça favoriserait certainement l'inclusion, ça favoriserait certainement l'inclusion des personnes dans la société. Et nous n'y arrivons pas vraiment, et je ne pense pas qu'en France, on y arrive plus que nous. Quand je consulte ce qui se dit sur Facebook, et je suis sidéré de voir le peu de connaissances de la maladie et de leur état de gens qui sont malades. Et donc, il y a quelque part un manque dans notre organisation et dans notre approche. Les approches individuelles qui sont menées sont remarquables, sont intéressantes. Je ne peux que les saluer et remercier les initiatives qui sont prises. Mais il y a quelque part quelque chose qui manque. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un jour, par
je dirais par département en France, par exemple, pour ne pas prendre un échelon trop grand, mais qu'il y ait un noyau familial qui soit un point de référence pour des échanges intrafamiliaux. Nous y pensons aussi, on voudrait le faire en Belgique, on n'y arrive pas, donc je ne vais pas dire qu'on est meilleur que vous. Hein. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses à essayer de mettre en place collectivement pour favoriser justement les échanges et l'inclusion des personnes? Et à ce moment-là, elles pourraient plus facilement participer à des projets comme le vôtre parce qu'elles se sentiraient normales dans l'état où elles sont. Alors que pour le moment, on a quelques échantillons de personnes qui acceptent de participer, de donner leur vécu, mais ce ne sont jamais que quelques échantillons un peu plus volontaires que d'autres. Moi, mon idée principale derrière tout ça, tant qu'on n'a pas une approche globale, eh bien, on fera des petits pas. Et si on voulait faire des grands bonds en avant, il faudrait penser à une approche plus collective. Je sais qu'à Liège, vous aviez pensé des structures de jour, des structures pour les jeunes, donc des choses qui permettraient effectivement d'aller plus loin que ce qu'on fait actuellement. Enfin, j'ai parlé trop, mais merci beaucoup. Qui souhaite réagir? Oui, puis vous vouliez également intervenir. Oui, oui, je vais en profiter pour répondre à M. Coulier, puis j'avais une question pour l'équipe. En fait, effectivement, je pense que vous avez raison. Il faut essayer d'avoir une prise en charge la plus globale possible et idéalement, les patients Huntington devraient être pris en charge partout de la même façon, c'est-à-dire de la meilleure façon. On est bien d'accord. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a effectivement encore maintenant, même dans un petit pays comme la Belgique, des façons de faire ou des approches qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, il faut d'abord essayer, mais ça prend du temps, il faut d'abord essayer d'uniformiser nos pratiques, et on le fait en ce moment puisqu'on échange et qu'on on apprend les uns des autres, et petit à petit, on arrivera à avoir quelque chose de plus global. Mais je pense qu'il faut... Et puis les gens aussi sont très enfin, je pense que ça c'est plutôt propre à la Belgique, mais ils ont un peu l'esprit de clocher. Le type qui a sa maladie de Crohn à Verviers, il ira pas se faire soigner à Liège. Le gars qui a son Huntington à Liège, il va pas aller jusqu'à Amiens pour se faire soigner, et ça vous pouvez danser sur votre tête. Donc il y a aussi des aspects culturels à prendre en compte, mais nous à Liège, on n'a jamais prétendu avoir la science infuse, ni la seule bonne façon de soigner les gens. Hein. D'ailleurs, tout le monde est l'invité perpétuel du SIAC pour venir échanger avec nous quand il veut. J'avais une question pour vous. Quelque chose parce que nous, on fait des consultes famille. Et donc, on a des moments où on reçoit la famille du patient, parfois même sans le patient, parfois avec lui. Et c'est un petit peu un moment aussi, un peu, je pense, pas aussi systématisé, mais dans l'esprit de ce que vous avez fait, c'est un moment de parole, c'est aussi un moment où on apprend à la famille la maladie, les tenants et aboutissants, etc. Et on leur donne quelques clés pour gérer les troubles du comportement, etc. Mais quelque chose qui revient souvent et qui est très difficile à accepter pour les patients, en tout cas de notre expérience, et c'est pour voir si vous aviez eu le même ressenti, c'est le côté changement de personnalité. Les gens se disent, avant il faisait ça, maintenant il ne m'aide plus, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça, il est devenu paresseux, il ne s'intéresse plus à moi. Et donc ils ont vraiment une image qui devient très négative du patient, mais parce qu'ils comprennent la maladie, les symptômes moteurs, les troubles de l'équilibre, etc. Mais le changement de personnalité, ils ont beaucoup de mal à s'y adapter et à s'y faire. Et donc, je ne sais pas si vous aviez eu le même ressenti. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un petit peu ce que je décrivais avec finalement la difficulté à comprendre qu'est-ce qui relève de la maladie, qu'est-ce qui relève d'autre chose, peut-être même encore autre chose dont je ne suis pas au courant. Peut-être qu'en fait mon conjoint boit en cachette et du coup ça expliquerait les confusions ou d'autres aspects que finalement j'arrive pas à comprendre de la maladie. Et effectivement, tous les symptômes aussi plutôt tels que l'apathie ou même l'agressivité, ça c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, qui se manifeste certainement plus dès les premiers stades de la maladie, avec cette incompréhension et cette frustration de il a jamais été comme ça, elle a jamais été comme ça. Qu'est-ce qui fait que finalement, en fait, là, j'ai plus le même conjoint à mes côtés. Je sais pas si tu veux rebondir peut-être.
Oui, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les stades un peu plus avancés, où là, le sentiment est d'être mieux informé sur la maladie, donc de plus savoir faire la part des choses, de ce qui est des symptômes et ce qui est de la personne, mais avec effectivement beaucoup d'allers-retours aussi sur qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle n'est plus, et à quel point c'est difficile aussi de vivre avec ça. Ça vient aussi rejoindre cette idée du coup de surstimulation parfois aussi pour revenir à ce niveau de base un peu et de dire j'aimerais qu'elle puisse continuer à faire telle ou telle activité qu'elle faisait et de valoriser ça énormément aussi. D'où l'inquiétude jusqu'à quand les symptômes seront trop forts et je pense notamment sur le plan moteur où il y aurait l'installation d'un fauteuil ou en tout cas la marche serait plus possible vraiment et où l'autonomie qui pourrait plus être préservée viendrait renforcer aussi cet avant-après contre lequel il pourrait plus lutter après, potentiellement. Oui, et on voit parfois des conjoints qui s'échinent à maintenir une activité que le patient pratiquait avant, mais qui ne pratique plus, qui ne l'intéresse plus du tout. Mais genre, par exemple, je sais pas, il aimait les chevaux, limite on le tire par le callback pour aller brosser son cheval, alors que le gars, il en a plus rien à secouer, quoi. Ouais. Oui. Pas aussi fort que ça, mais ne serait-ce que la marche. Nous, ça, on repère beaucoup avec la marche, de dire, avec toutes les croyances aussi autour de la marche qui vont être en plus, s'il continue à marcher, c'est bénéfique pour l'autonomie et ça va lui faire du bien. Aussi. Ouais, alimentation et autres. Ouais. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Oui, on parlait d'approche globale et ça, je pense que c'est une thématique qui peut être vraiment travaillée en amont, dont les patients eux-mêmes sont très conscients. Parce que nous, sur nos ateliers d'éducation thérapeutique, on a un atelier troubles du comportement et on le propose à des personnes qui ont des troubles du comportement avec un impact au quotidien et personne ne veut y participer. En revanche, cet atelier de troubles du comportement, les personnes qui sont soit en tout début de maladie, soit présymptomatiques, qui n'ont aucun trouble du comportement, ils veulent y aller. Alors, ce n'est pas adapté pour eux, donc on est en train de réfléchir sur un atelier plutôt prévention des troubles comportementaux, mais ils sont extrêmement conscients de ça et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Maintenant, tout ce qui est approche globale, c'est une approche qui demande énormément de moyens qu'il faut obtenir, quoi. Et là, on dépasse la problématique des centres de soins en eux-mêmes sur des problématiques plus d'ordre politique. On a encore 2 minutes pour une ou deux dernières questions, peut-être sur le plan avenir thérapeutique, l'état de la recherche, la présentation que le docteur Simonin nous a fait en début de session. Est-ce que quelqu'un a une question éventuellement à poser? Moi, j'ai une question, mais c'est pas ça. C'est technique. Ça veut dire quoi, SIAC? C'est l'inter. Le SIAC, c'est en fait c'est le nom historique de notre groupe à Liège, qui date de mon prédécesseur. C'est Service intégré d'aide au choréique. SIAC. Ça, je l'avais, Madame Nougared. J'avais noté la signification. S'il y avait un message clé à nous donner, Clémence, sur les thérapeutiques à venir, qu'est-ce que tu nous dirais sur les protocoles à venir, ceux en cours, ceux qui te paraissent être les plus prometteurs? Moi, je pense qu'il y a énormément d'espoir dans tous les protocoles qui testent des traitements neuromodulateurs, donc tout ce qui abaisse la huntingtin. Ça, c'est vraiment c'est un parti pris qui n'existait pas auparavant parce qu'on n'avait tout simplement pas les moyens techniques de le faire. Donc, on y croit vraiment et c'est aussi des traitements qui ont fait leur preuve dans d'autres maladies qui utilisent les mêmes mécanismes. Maintenant, la recherche, c'est sur du temps long et donc, il ne faut pas être déçu lorsqu'on a un échec sur un protocole qui initie ce type de traitement. Et on continue et on a vraiment grand espoir dans les prochaines décennies d'avoir des traitements réellement efficaces sur l'évolution de la maladie qui ralentirait ou qui retarderait le début de la maladie de manière potentiellement importante. Justement, tiens, à propos des traitements qui abaissent la huntingtin,
Est-ce que, je vais un peu me faire l'avocat du diable, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'échec du traitement Roche-Ionis était un échec en grande partie on pouvait prévoir parce qu'il abaisse autant la huntingtin mutée que la huntingtin non mutée, et qu'il vaudrait mieux, vu l'importance de la molécule et ses interactions, plutôt privilégier, même si c'est plus compliqué, même si c'est plus cher, même si c'est plus long, privilégier des traitements qui n'abaissent que la huntingtin mutée. Alors ça, c'est des choses qu'on est encore en train de découvrir. Hein, de toute façon, la huntingtin non mutée, on appelle ça la huntingtin sauvage. Voilà, on pensait qu'on pouvait la diminuer sans dommage. Bon, c'est peut-être effectivement un indice que non, il faut respecter la huntingtin sauvage. Il y a des approches effectivement spécifiques de l'allèle muté, donc qui vont diminuer seulement la huntingtin mutée. C'était notamment le cas de l'essai WAVE, qui pourtant a eu les mêmes conséquences. Hein. Donc, bon, là, c'est vraiment, je pense, l'accumulation des connaissances au fur et à mesure des essais thérapeutiques qui nous permettra d'avancer sur ces questions. Probablement, on peut baisser la huntingtin sauvage jusqu'à un niveau qui reste à déterminer sans avoir forcément de dommages. Bien sûr, Monsieur Kounet. Merci. Simplement, c'est quelque chose que j'ai lu très très récemment, et c'est l'opportunité de faire participer des patients présymptomatiques à des essais cliniques. Actuellement, ils n'y ont pas accès puisqu'on prend des gens malades pour voir si les molécules que l'on teste arrivent à améliorer leur situation. Or, vous avez exprimé tout à l'heure, ou alors j'ai raté la case, que l'effet délétère de la huntingtin commence déjà in utero. Dès lors, il serait sans doute intéressant de pouvoir suivre les patients, y compris les présymptomatiques, beaucoup plus tôt dans la chaîne, pour voir s'il n'y a pas moyen d'agir bien plus en amont que quand la maladie est devenue symptomatique. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y aura un hearing au Congrès américain, justement parce qu'il y a une demande de trouver une modalité pour faire participer des patients présymptomatiques à des essais cliniques. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une piste qui mériterait que nous la défendions aussi ? C'est tout à fait l'objectif, effectivement, des laboratoires et même du réseau international qui souhaite enregistrer des patients présymptomatiques dans le registre. Roche, d'ailleurs, était déjà en train de réfléchir à un essai thérapeutique proposé à des porteurs asymptomatiques du gène. Donc oui, parce qu'on sait qu'il y a déjà une destruction neuronale non négligeable lorsque la maladie débute. Donc, en toute logique, ces traitements devraient, pour être le plus efficace possible, être proposés avant même que la maladie soit symptomatique. Reste à déterminer. Ce qui impliquerait de faire sans doute beaucoup plus tôt les tests génétiques et de les faire sur une beaucoup plus grande échelle, notamment au sein de familles qui sont potentiellement porteuses. Absolument. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le rapport risque-bénéfice du traitement, parce que si vous donnez à un présymptomatique un traitement et puis que vous vous rendez compte en cours de route qu'il y a un mauvais rapport risque-bénéfice, vous risquez de rendre symptomatique plus vite quelqu'un qui n'aurait peut-être pas été s'il n'avait rien pris du tout. J'entends bien, mais si déjà il participe à la recherche de biomarqueurs, ça peut déjà être intéressant, hein, par exemple. Tout à fait. Et il y a un rôle qui est déjà quelque chose d'utile, mais ça pourrait être sur une plus vaste échelle. Oui, c'est parce que vous parliez d'essais thérapeutiques, mais effectivement, alors, simplement ce genre d'approche, oui, tout à fait. Dernier mot toujours sur l'aspect préventif. Finalement, s'il fallait donner une seule recommandation avec un niveau de preuve qui est assez robuste sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir l'aggravation de la maladie. Faire du sport sans aucun doute. Faire du sport et du sport, hein, c'est ça. Hein. Oui, enfin, toujours avec modération, bien comme sûr. toutes les bonnes choses de la vie. Exactement. Merci beaucoup à tous les intervenants.